CAUE fête les 40 ans de la loi sur l'architecture et organise plusieurs manifestations pour faire connaître l'architecture à un large public. C'est pourquoi nous vous proposons ce soir une conférence qui vient compléter l'exposition que nous avons installée dans la salle à côté, au hall du centre culturel. Je remercie M. Bernard Quiraud, architecte mandataire du projet du musée de Montségur, pour avoir accepté d'intervenir pour cette conférence. Il a prévu de nous expliquer avec son œil et son expérience personnelle comment l'art de construire et le rapport étroit qu'il entretient avec le site est porteur de qualité architecturale. Je ne vous en dirai pas plus sur le sujet. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous et une bonne conférence. Merci. Bonsoir. Présente, voilà, on est une petite agence de 7-8 personnes. Maintenant, je suis associé à Alexandre Lenoble, qui est installé dans ce village de Haute-Saône, c'est très loin d'ici, qui s'appelle PEM. Et voilà, moi, je suis originaire de ce village. J'ai eu une agence à Paris, à Besançon, mais maintenant, c'est à cet endroit qu'on travaille et je reviendrai là-dessus à la fin de mon intervention pour vous expliquer un peu pourquoi. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on est effectivement très loin, PEM, c'est entre Dijon et Besançon, dans l'est de la France, pas très loin de la frontière suisse, et ça a son importance parce que c'est évidemment l'architecture suisse est très importante pour nous et nous influence beaucoup. Et pour ceux qui ne le savent pas aussi, c'est une région où il y a quand même deux joyaux de l'histoire de l'architecture mondiale, à la fois les salines d'Arquesnan de Claude-Nicolas Ledoux et la chapelle de Ronchamp de Le Corbusier. Alors on m'a demandé de parler de la qualité architecturale. Je suis bien embarrassé parce que je ne me sens pas voilà, la légitimité pour parler de ce sujet. Disons que je vais plutôt essayer d'expliquer ce qui nous motive et fabrique en quelque sorte notre travail, et puis après je vous présenterai quelques projets pour finir par le projet de Montségur rapidement. Alors je dirais, ça c'est une très mauvaise photo tirée d'ordinateur, mais d'internet, c'est pas grave, mais disons que ce qu'on déplore un peu, c'est qu'aujourd'hui l'architecture soit très bavarde, formellement, mais qu'elle nous parle peu de construction, de l'art de l'architecture. Ça c'est une image du quartier Confluence de Lyon, et on a l'impression qu'on trouve ce type de quartier absolument partout en France, de Montpellier à Paris, à Lyon, etc. Alors pour nous, moi je trouve qu'aujourd'hui il faudrait revenir à l'idée que l'architecture c'est d'abord l'art de construire. À l'origine, c'est quand même ça, c'est-à-dire cette idée que l'architecture, forcément, ça a à voir avec la gravité, avec l'idée de porter, de soulever, et c'est ça qui est primordial, à mon avis. Évidemment, construire des espaces où il fait bon vivre, puisque l'architecture, ça fabrique des espaces avant tout. Ici, c'est une image de la maison de Charles et Reims, qui sont très bien, qui est très belle. Et j'aime beaucoup cette phrase de Louis Kahn, qui dit que l'architecture, s'il devait la définir d'un mot, il dirait que c'est une fabrication pensée d'espace, c'est-à-dire ça contient le mot espace, qui est quand même le principal de l'architecture, c'est-à-dire qu'on fabrique des espaces, mais il y a le mot fabriquer qui montre bien qu'il s'agit de faire, de construire concrètement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un architecte ? Moi, je dis toujours qu'un architecte, c'est une éponge, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'invente rien, mais qui ne fait qu'emmagasiner des images, des lectures, pour les restituer dans ses projets. Et là, c'est un architecte que j'aime beaucoup, qui est disparu depuis un moment, qui s'appelle James Stirling. Un étudiant en architecture, ça devrait dessiner, parce qu'un des moyens d'enregistrer justement ces images, c'est bien de dessiner. Et en tout cas, je trouve plus que de photographier, de lire, évidemment, tous les traités d'architecture, parce qu'il y a un savoir sur l'architecture qui est contenu dans tous ces traités qui ponctuent l'histoire de l'architecture, et puis évidemment de voyager. Alors très important, je trouve, dans ce qui peut être le métier d'architecte, dans les outils de l'architecte, en tout, il y a entre autres, il y a les tracés régulateurs et les proportions, qui sont une chose qui aujourd'hui est peu enseignée dans les écoles d'architecture. Pourtant, on s'aperçoit que même quand on voit des œuvres aussi libres et aussi complexes, là c'est la Villa Merea d'Alvar Aalto, que toutes ces constructions sont contenues et déterminées par des tracés extrêmement précis.
et que la géométrie est évidemment à la base de l'architecture. Ainsi, les proportions, j'aime bien dire, mais ça c'est une anecdote sur Le Corbusier, je crois, dont on dit qu'il téléphonait les projets en Inde, puisque vous savez qu'il a construit beaucoup en Inde, et que depuis son bureau, il était capable de téléphoner en quelque sorte les projets. Bon, évidemment, c'est une image un peu outrancière, mais je trouve que c'est très vrai, c'est-à-dire que l'architecture, c'est surtout aussi dans ces questions de proportion, c'est une chose qu'on peut presque dicter, hein, notamment, là c'est une image d'un architecte que j'aime beaucoup qui s'appelle Jörn Utzon, à droite, un quartier où tous les hauteurs de murs sont déterminées par des rapports très précis de proportion, et on peut imaginer presque qu'on peut dicter à distance ces choses. Donc cette histoire de proportion, je trouve que c'est une chose qui est malheureusement très oubliée aujourd'hui dans l'architecture. Là, c'est une image de l'intérieur, je crois, de Palladio aussi. Et on voit bien qu'il y a cette idée qu'on doit proportionner les espaces en fonction de leur surface. C'est aussi clairement écrit dans ce traité de Palladio. Et c'est une chose que l'on ne fait plus pratiquement, puisque vous savez que si vous devez construire un collège, on reçoit un programme où à peu près tous les espaces doivent faire entre 2,80 m et 3 m sous plafond, ce qui est, de notre point de vue, un peu une erreur. Alors, dans ce qui nous motive pour faire des projets, il y a cette idée de l'origine de l'architecture, dont on dit qu'elle se résume soit à la cabane dont on voit l'image à gauche, c'est-à-dire que l'origine de l'architecture, elle est vraiment structurelle. On est allé dans la forêt, on a coupé des arbres et avec ça, on a fabriqué une charpente et une cabane, en quelque sorte un bâtiment. Ça, c'est l'origine structurelle de l'architecture. Et puis, il y a aussi son autre pendant, qui est l'origine textile de l'architecture, qui dit que voilà, l'architecture est née avec la tente, avec l'idée de la peau, avec l'idée du tissu. Ça, je crois que c'est très vrai et que toute bonne architecture croise toujours ces deux origines, en quelque sorte, et on les retrouve toujours. Simplement, aujourd'hui, c'est sans doute l'architecture textile qui domine, puisque nos bâtiments sont de plus en plus faits de revêtements, notamment parce qu'on doit les isoler par l'extérieur, de matériaux légers. On perd cette idée que l'architecture est construction, que c'est un matériau empilé sur un autre, que c'est un processus de fabrication, et on a ces bâtiments qui ne sont plus que des peaux légères. Et donc on s'attache à défendre, puisqu'il s'agit de défendre en quelque sorte l'origine structurelle de l'architecture qui est malmenée. Mais on le voit que même dans une construction extrêmement modeste, ça je crois que c'est une maison à Haïti, hein, vraiment très pauvre, on voit qu'à travers l'ornementation, la décoration, ce qui est peint sur cette façade, c'est finalement le schéma de son processus constructif. Et il y a un très grand rapport entre l'ornementation et la structure. Et donc on hésite toujours, et même les meilleurs architectes sont toujours à cheval entre ces deux origines de l'architecture. À gauche, vous avez une bibliothèque d'Herzog et de Meuron, qui est un bâtiment qui n'exprime rien de sa structure, qui n'a rien à dire, à tel point que la façade est sérigraphiée, est faite de panneaux sérigraphiés, et à droite, c'est un bâtiment de David Chipperfield qui, au contraire, tente de retrouver ce rapport à la structure. Alors pourquoi ce rapport à la structure? Parce que je crois que depuis très longtemps, en tout cas, depuis l'architecture, ça a toujours été un rapport avec la gravité, avec les forces, et que j'aime beaucoup cette phrase d'un historien qui s'appelle Wolflin et qui dit que l'ornementation est l'expression d'une force excédentaire de la forme. C'est-à-dire, comme ça, avec cette phrase, on peut expliquer beaucoup de choses de l'histoire de l'architecture, notamment toute la période classique, qui m'était, moi, relativement indifférente jusqu'à ce que je comprenne cette histoire de force. Et on voit que, par exemple, dans ce montage qui est tiré d'un architecte espagnol qui s'appelle Baldeweg, on voit à quel point ce fût de la colonne qui vient appuyer sur le sol, que tous ces replis de la base de la colonne s'expliquent par la rencontre de la force verticale avec l'horizontale du sol. Et si on pense comme ça, on peut se mettre à penser que l'architecture peut être une sorte de langage, c'est-à-dire ce langage des forces de la construction. Alors c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Mais c'est vrai qu'une façade classique, ici c'est un palais de Naples,
On peut, toutes ces formes de frontons, d'encadrement, etc., de pilastres, que l'on a un peu de mal à s'expliquer, dès qu'on imagine qu'en réalité c'est le tracé des forces, à quel point le fronton éloigne les forces du mur, de la gravité de la fenêtre qui constitue une faiblesse dans le mur, on comprend que l'architecture peut être ce langage des forces. Autre point très important pour nous, c'est le rapport au site, c'est-à-dire que l'architecture elle est toujours située, et contrairement à l'image que je montrais tout au début, un bâtiment, évidemment, il est construit, comme le dit cet historien qui s'appelle Norbert Schulz, un bâtiment, ça concrétise un site, c'est-à-dire que ça le construit au sens propre, et le caractère d'une œuvre, il est déterminé par le type de construction qu'on choisit. Là, c'est une villa d'un architecte norvégien qui s'appelle Sverfen. C'est une villa qui peut paraître pas très intéressante comme ça, mais quand on la visite, on a vraiment l'impression que le béton a été construit avec le rocher, que la charpente a été faite des arbres qui entourent le site. On a vraiment cette impression qu'elle concrétise un site. Et donc nous, on travaille dans un milieu très local, même si on s'éloigne, la preuve en est le projet de Montségur, mais c'est toujours pour rechercher ce contact avec l'élément vraiment local, parce que quand on travaille dans des zones rurales, dans la campagne, dans ces très beaux terrains comme à Montségur, on est forcément confronté à ces éléments, ces forces de la topographie. On est forcément dans le concret et dans le réel, alors que quand on intervient dans ces tissus tels que le quartier Confluence de Lyon, tel que je montrais, on est toujours, j'ai l'impression, dans l'abstraction. Et c'est pour ça qu'on recherche ce type de territoire, et on pense vraiment, comme le dit cette phrase dont je ne sais plus de qui elle est, si ce n'est peut-être inspirée par le philosophe Paul Ricoeur qui est à la mode en ce moment, mais elle dit que la recherche de l'élément local est la condition nécessaire pour atteindre le concret et le réel et pour humaniser de nouveau l'architecture. Alors dans ce rapport au site, évidemment pour nous qui sommes de l'Est de la France, toute l'architecture suisse a beaucoup d'importance, et pour beaucoup d'architectes aussi, en tout cas ce bâtiment de Peter Zumthor, qui sont les thermes de Vals, a été très important pour redécouvrir un peu cette architecture ancrée dans des savoir-faire locaux, avec une matérialité qui vient des matériaux proches, puisqu'ici c'est de la pierre qui est vraiment tirée de Vals, puisqu'on est dans les Grisons en Suisse. Et il y a dans ces architectures une parenté évidente avec l'architecture vernaculaire, avec par exemple ici ces petits greniers à foin qui parsèment la montagne tout autour des thermes de Vals, que l'on a au centre donc. Et on a une parenté formelle, c'est-à-dire qu'il y a cette idée des colonnes qui portent un toit, par exemple, que l'on retrouve dans le bâtiment de Zumthor. En tout cas, moi je ne peux pas m'empêcher que ce bâtiment ait été fait par rapport à ça, mais il est toujours fait aussi par rapport à une histoire plus générale, plus riche, plus intellectuelle, plus historique. Et par exemple, je pense que ce projet de Zumthor qui présente des espèces de poteaux qui portent des morceaux de dalles, c'est clairement une référence à un projet de synagogue de cet architecte Louis Kahn américain dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était fait aussi de ces poteaux qui portaient des toits des morceaux de toit entre lesquels glisse la lumière. Là, on a une photo intérieure de ces thermes, donc vous voyez ce principe structurel de ces poteaux qui mélangent le béton et la pierre et qui portent des grandes dalles, et le joint entre les dalles fait glisser la lumière. Et on aime beaucoup au bureau cette phrase que l'on cite toujours, même si Zumthor on a un peu de mal à le suivre aujourd'hui, mais qui dit qu'il continue à chercher dans les choses rudimentaires qui font l'architecture, les matériaux, la construction, les éléments porteurs et portés, le ciel et la terre. Je continue à chercher la confiance en des espaces qui peuvent être de vrais espaces. Et en tout cas, ce bâtiment est absolument magnifique. Alors pour nous, aujourd'hui, parce que ça n'a pas toujours été comme ça, mais faire un projet, c'est choisir un système constructif et donc un matériau. Alors que bien souvent, vous savez qu'il y a une phrase que j'aime bien qui dit qu'en France, on construit un dessin, alors qu'en Suisse, on dessine une construction. Et je trouve que c'est assez vrai. Et quand le bâtiment est vraiment l'expression d'un système constructif, il a cette matérialité
qui est détaillé du moindre détail de plainte, de porte, jusqu'à la totalité. Alors, quelques projets rapides. C'est difficile aujourd'hui de rechercher cette unité constructive. En tout cas, cette rigueur, puisqu'évidemment, voilà, entre autres, le problème de l'isolation des bâtiments est un problème qui nous empêche de trouver souvent à la fois l'unité recherchée et à la fois cette expression des forces. En tout cas, si on l'a dedans, on l'a pas dehors, et si on l'a dehors, on l'a pas dedans. Là, c'est juste un petit projet d'école à côté de Besançon qui illustre un peu ce thème de concrétiser un site. Il devait y avoir une petite bibliothèque à côté qui n'a jamais été construite, mais c'est une école de 3 classes, c'est tout petit. Mais vous voyez qu'il se termine, dans la composition, se termine avec un préau qui a cette forme courbe, qui pèse un peu sur la tête des enfants. Et c'est en quelque sorte justement une concrétisation du site, c'est-à-dire une lecture très simple et très bête du site, c'est-à-dire qui oppose cette plaine d'un seul coup avec les collines derrière. Et évidemment, à la fois l'école très horizontale avec ses 3 classes reprend l'horizontalité de la plaine, alors que le préau, lui, rentre en résonance avec la colline, comme on le voit sur cette photo. Ça, c'est la photo du préau. Et une salle de classe au milieu des vaches. Donc, pour résoudre ce problème de l'expression constructive, surtout maintenant qu'on doit isoler nos bâtiments bien souvent par l'extérieur, pas toujours, hein, c'est pas forcément une obligation, on a beaucoup recours à la brique, qui est un matériau qui à la fois est un matériau de revêtement, mais qui est aussi un matériau qui a sa propre tectonique, comme on dit, c'est-à-dire qui exprime bien le poids et se porte lui-même. Ici, c'est un collège dans la périphérie de Dijon. C'est juste pour montrer ce rapport entre le béton et la brique qui est déjà une expression de la construction, même si c'est une expression très simple, d'une brique sur une brique. Et alors, ça nous permet à l'intérieur de conserver pratiquement tout en béton, y compris les faux plafonds, et d'avoir cette unité constructive entre ces deux matériaux, dont l'un est un revêtement en quelque sorte, mais aussi un revêtement qui porte, et l'autre la structure véritable du bâtiment. Mais ensuite, après, on s'est intéressé à faire des bâtiments uniquement en béton. Ici, c'est une toute petite, c'est une grosse maison en béton à côté d'une petite maison en bois qu'on a construit aussi dans la campagne, pas très loin de notre agence. Ici, on voit la première maison qui était un peu hybride, une ossature métallique revêtue de bois, mais qui est une maison qui était construite pour un ami paysagiste qui se soulevait du sol, qui laissait le terrain filer dessous pour le moins l'abîmer possible, et puis à la fois qui se soulevait pour gagner des vues plus lointaines. Ensuite, cette maison a été rachetée par des gens qui ont voulu faire une beaucoup plus grosse maison, et là, on a décidé de faire une maison totalement en contraste, au contraire, qui allait ça c'est les plans pas très intéressants, mais qui allait s'encastrer sous le sol, au contraire de l'autre qui était soulevé au milieu des arbres. Donc on voit les coupes de la maison qui s'enfoncent sous le sol. Et là on a cherché un mode constructif qui fasse disparaître totalement l'isolant et qui nous permette d'avoir la même matérialité à l'intérieur et à l'extérieur, comme on le voyait par exemple dans cette image de l'église du Toronnet. Alors, on voit aussi un mode construit qui est très frustre, très économique, puisque le béton est fabriqué sur place et coulé par tranches successives, comme dans la petite chapelle de toujours cet architecte Zumthor, et que l'on voit ici en croquis, et on a cette expression de chaque strate qui est coulée. Je passe vite sur les photos, mais on voit cette maison qui est comme un terrier, au contraire de l'autre, qui est perché dans les arbres. Et à l'intérieur, on retrouve cette matérialité du béton absolument partout, juste réchauffée par le travail de la menuiserie en chaîne. Ça, c'est la piscine. C'est la seule grosse maison que l'on ait fait. Alors souvent, ces maisons, elles nous servent à expérimenter des choses que l'on redistille après dans les bâtiments publics. Là, c'est une mairie, construite cette fois-ci aussi avec le même système de double mur en béton qui enferme un isolant,
qui est un système relativement classique qu'on peut observer en Suisse. Et ça donne pareil un bâtiment qui est très très unitaire entre l'intérieur et l'extérieur et qui, on l'espère, exprime l'idée de l'institution. C'est un bâtiment très régulier avec cette espèce de fronton de colonnes que l'on retrouve aussi à l'arrière et qui est ancré dans la pente. Je passe vite les images pour pas trop vous lasser. Voilà, mais il y a toujours ce travail de la menuiserie en lien avec la matière brute qui est la matière de construction et de la structure du bâtiment. La salle du conseil municipal. Alors le bois, c'est un matériau assez extraordinaire parce que le bois, d'une certaine manière, on arrive très, très vite, contrairement au béton, à cette unité constructive, puisque le bois, il permet de décliner à la fois en structure ou en peau, justement, comme une sorte de revêtement, et il oblige à une précision constructive, et on obtient bien souvent une unité plus facilement, même si c'est un matériau très exigeant du fait de ce dessin que ça réclame en préalable. Ça, c'est une petite maison en bois. Alors j'aime bien dire aussi que l'expression de la structure, l'expression des forces constructives, elle est liée aussi, elle est évidemment en rapport plus avec les bâtiments institutionnels, avec les bâtiments publics, qu'avec les bâtiments de l'habitation, qui sont souvent des bâtiments plus pauvres dans ce discours, et qui sont souvent plutôt construits sur le thème de la peau. Ça rejoint un peu les discours d'Aldo Rossi, là, ce théoricien italien, qui dit que la ville, il y a une espèce de fond un peu muet, qui sont les aires de résidence, c'est-à-dire les logements, au sein desquels se distinguent les bâtiments publics. Donc on voit bien qu'avec le système d'ossature bois, on a aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur une sorte d'unité, et on peut qualifier les espaces et la lumière à l'aide du matériau. Alors là, c'est le bois utilisé à Vézelay, dans une maison de santé, dans ces programmes que l'on voit fleurir un peu partout en France, je ne sais pas s'il y en a ici, pour lutter contre la désertification médicale. Une maison médicale, donc construite par la collectivité, en l'occurrence la communauté de communes, pour les médecins, pour qu'ils se regroupent et des conditions de travail plus favorables. Alors Vézelay, c'est un site inscrit au patrimoine de l'UNESCO, patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est extrêmement protégé, c'était très délicat de faire un bâtiment ici. Et comme vous le voyez, on a fractionné en quelque sorte le programme pour le mettre à l'échelle des constructions de ce village. Alors ça peut paraître une composition un peu aléatoire, mais en réalité, Vézelay, c'est dominé par la basilique, qui est aussi un des premiers bâtiments classés monuments historiques, qui est très importante à la fois dans l'histoire de l'architecture et à la fois dans l'histoire tout court, puisque c'est de là que sont parties aussi les croisades de Saint-Bernard. En tout cas, toute cette composition un peu qui semble aléatoire est axée en tout cas cherche à mettre en valeur les vues sur la basilique, puisqu'on se situe tout au pied du village avec un grand parking qui est un des principaux parkings touristiques. Donc on travaille beaucoup en maquette, on le voit ici. Et là, ce qui est très important, c'est que tous les bâtiments ont une hauteur et une dimension en longueur différentes, mais qui sont tous liés par un système de proportion qui est tiré du module de la travée de base constructive, qui est marqué par ces grands poteaux verticaux. Donc on voit une image depuis la basilique du projet, et ici, donc on voit aussi ces bâtiments qui s'étagent dans la pente et qui s'inscrivent dans la logique du site de Vézelay, en rapport aussi avec les bâtiments existants. Alors c'est des formes très simples. Il y avait une imposition de l'ABF, toiture en pente, etc., en tuiles, qu'on a eu du mal à respecter au début, mais que finalement on a respecté sans regret à la fin. Alors ces bâtiments sont traversés par une promenade qui mène vers la colline de Vézelay et sa basilique que vous voyez ici.
Et on retrouve toujours avec le système de l'ossature bois qui peut être décliné aussi à l'intérieur dans les faux plafonds. Alors le bois, il sert aussi rapidement dans ce projet pour la direction régionale des affaires culturelles à Dijon, maintenant qui est donc la région Bourgogne-Franche-Comté, avec une intervention assez modeste de mise aux normes d'accessibilité du bâtiment, mais aussi une réorganisation des services et notamment la construction d'une galerie qui relie ces deux hôtels particuliers classés monuments historiques. Et donc finalement on a construit cette galerie qui simplifie les trajets à l'intérieur de ces deux hôtels particuliers qui réunissent tous les services de la DRAC. Et on voit ce projet là aussi où le bois domine et en quelque sorte fait lire notre intervention contemporaine par rapport à ces hôtels particuliers du XVIIIe siècle, avec un travail sur un escalier qui dessert un des niveaux sous comble qui a été créé par le projet. Alors dans ces matériaux, j'ai parlé du béton, du bois, la pierre maintenant. C'est difficile, la pierre aussi, mais on s'y attaque, on aime bien. Il y a longtemps, on a construit cette maison qui en quelque sorte était une relecture du site aussi, puisqu'elle était construite sur un terrain où, vous savez, les paysans enlevaient les pierres et construisaient ces murets autour pour rendre le terrain plus cultivable. Et sur ces murets, ces murgées, ça s'appelle, poussent toutes des futaies. Et donc on avait fait cette espèce de transcription un peu naïve du site d'un volume en pierre sur lequel est posé un volume en bois, qui était justement donc cette transcription, cette concrétisation du site. Mais évidemment, chaque projet est toujours inspiré en quelque sorte d'autres. Et par exemple de cette maison construite en Italie par Herzog et de Meuron, mais maison qui elle-même est inspirée par d'autres architectures. Donc dans la pierre, une autre maison individuelle, cette fois-ci en pierre complètement à l'extérieur, avec une isolation entre un mur en maçonnerie et le mur en pierre, qui était une maison jardin qui divise un grand terrain pour en faire plusieurs pièces, où les pièces extérieures comptent autant que les pièces intérieures. Donc j'aime bien quand on parvient à retrouver cette matérialité, ces murs épais, même si les espaces qui sont développés à l'intérieur de ces maisons sont des espaces assez libres. Là on voit tout le système de desserte avec un escalier et une... Alors juste un constat un peu déprimant de ce qui se passe aujourd'hui, je trouve. Enfin, je ne voudrais pas être trop négatif, mais je pense il faut dire les choses comme elles sont des fois. Je trouve que, en tout cas, c'est difficile pour les architectes aujourd'hui parce que d'une part, il n'y a plus de débat, il n'y a plus vraiment de théorie de l'architecture, et donc il n'y a plus de débat, les gens n'ont plus d'idées autour desquelles s'affronter, et c'est dommage. L'architecture, elle est faite par des individus, plus ou moins bons, plus ou moins inspirés, mais en tout cas, chacun travaille un peu dans son coin, et aussi c'est un peu regrettable. C'est exagéré, hein, le plus, parce que je vais me faire disputer par mon maître d'ouvrage, mais il n'y a plus beaucoup de maîtres d'ouvrage, disons-le comme ça, dans la mesure où la maîtrise d'ouvrage, je trouve, elle disparaît, elle se réfugie bien souvent derrière des assistants à la maîtrise d'ouvrage. Pour faire un bon bâtiment, il faut être face à quelqu'un qui a un désir de ce bâtiment. Or, bien souvent, les élus, malheureusement, s'abritent, en tout cas, soit derrière leur service technique, soit derrière des assistants à la maîtrise d'ouvrage. Et on n'a plus cette discussion directe entre celui qui fait le bâtiment pour un client et le client qui désire ce bâtiment. Et ça, voilà, je trouve que c'est une évolution absolument catastrophique. Alors, je parle de ma région, évidemment, hein, je ne parle pas d'ici, mais je vois toutes ces petites communes, puisque finalement, bon, ça c'est une autre chose, une évidence, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a plus que des images, plus beaucoup. Ça aussi, c'est très exagéré, puisqu'ici, j'ai appris que ce n'était pas le cas. Mais vous savez que dans l'architecture, il y avait quand même les DDT, qui étaient le service des constructions publiques. On pouvait en dire ce qu'on en voulait, mais enfin, il y avait une vraie politique de l'architecture, des constructions publiques, avec des architectes conseils. Ça, on a mis une croix dessus, pour le coup. Bon, il y avait cette mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques qui est moribonde. Et puis, qu'est-ce qui reste encore pour porter la qualité architecturale dans les territoires ruraux? Parce que là, je parle
de mon exercice, qui n'est pas sans rapport, j'imagine, avec le département de l'Ariège. En tout cas, les CAUE, c'est pas le cas ici, j'ai appris avec plaisir, mais sachez que dans beaucoup de départements, on est en train aussi de leur couper la tête et de les faire devenir une simple cellule du conseil départemental. Et bien souvent, voilà, cette politique d'aide à la qualité architecturale, elle disparaît. Alors, face à ça, nous, on essaie de réagir, parce que ça ne sert à rien de se plaindre sans arrêt, et de réinventer un autre rapport de l'architecte au territoire. Et un rapport, on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus à quel sujet, mais finalement qui remettrait, évidemment c'est un vœu un peu exagéré, mais disons-le comme ça, qui mettrait l'architecte au niveau du boucher ou du boulanger, qui soit d'un abord facile, quelqu'un dont on veut bien pousser la porte pour résoudre un problème, fût-il très modeste. Alors dans ce village de Pem, dont vous voyez ici une axonométrie du centre historique, on a fondé une petite association qui a un nom très ambitieux qui s'appelle Avenir Radieux, et qui vise, avec l'aide de la DRAC, avec l'aide de la commune, le maire étant assez présent dans cette aventure, à distiller aux particuliers des conseils pour la rénovation. Vous savez que ces petits villages, comme ici j'imagine, les gens de toute façon préfèrent construire des pavillons à l'extérieur, tout le monde abandonne le centre ancien qui périclite, dont les bâtiments tombent en ruine, etc. Donc on s'est déjà battu au niveau de la ZPPAUP à une époque pour maintenir l'école en centre ancien, ce qu'on a réussi, et aujourd'hui on se bat pour restaurer les bâtiments. Vous avez un exemple très modeste de nos interventions, avec ici une petite maison à gauche qui n'avait aucune qualité, puisque dont les fenêtres ne regardaient qu'une autre construction abandonnée 3 mètres devant, et avec l'avis de l'ABF favorable alors que c'était interdit. On a fait une terrasse avec une nouvelle fenêtre et d'un seul coup, il voit à la fois la rivière, le paysage de la vallée qui est très belle et le soleil rentre dans la maison. On fait ce genre de choses, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte que bien souvent ces bâtiments ont un potentiel énorme. Et on fait ce travail de restauration. Ici, c'est une façade dans la rue, on voit ce que c'était à gauche. Vous le voyez aussi sans doute ici, le carrelage flammé, la pierre, avec des bossages, ces petits auvents en tuiles mécaniques. Et on a restitué en quelque sorte, non pas l'état originel de cette maison, parce que ça c'est bien impossible, mais en tout cas une construction plus en regard, en rapport avec les autres constructions du village. Ça, c'est un autre petit projet. Ça, c'est un projet public, parce qu'on fait aussi, évidemment, on a un rôle de conseil auprès de la municipalité pour l'aménagement de ces espaces publics. Alors, c'est pas une action du tout évidente et facile, mais disons que elle porte quand même quelques fruits. Parallèlement à ça, pour vaincre aussi un peu l'isolement académique que l'on a, puisque la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est la seule région de France qui n'est pas d'école d'architecture aujourd'hui, on organise chaque été un séminaire d'architecture. On fait venir, il y a une vingtaine de jeunes architectes qui viennent réfléchir à des projets sur le village, se confronter à cette matérialité bien particulière et au tissu urbain, à cette ruralité, et c'est accompagné d'un cycle de conférences. On arrive à faire venir des gens très intéressants. L'année dernière, c'était Jacques Lucan, par exemple, qui est venu faire une conférence. Donc là, vous voyez une image rapide des travaux de ces jeunes architectes. Et c'est pendant 15 jours assez festif et assez drôle de voir ce village qui ne fait que 1200 habitants investis par tous ces architectes. Donc ces cycles de conférences où la population de Pem vient y assister, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais enfin voilà, ça fait aussi naître dans le public, sans doute, si ce n'est un désir, mais un intérêt pour la chose construite, pour le développement du village, pour l'aménagement de ces espaces. Là, on a une vue d'une décoration finale. Alors, je pense qu'effectivement, il faut essayer de résister à cette espèce de climat ambiant qui, je crois, pousse les architectes petit à petit à disparaître. Vous savez que l'architecte, dans beaucoup de procédures, nous on fait aussi des bâtiments un peu plus importants, par exemple dans la ville de Strasbourg, avec des maîtrises d'ouvrage qui sont des promoteurs immobiliers,
qui aujourd'hui, en tout cas on va arrêter parce que c'est plus possible de travailler comme ça, mais qui sont aujourd'hui des gens qui ne veulent l'architecte que jusqu'au permis de construire, voire un peu au-delà, mais qui ne le veulent plus sur le chantier. Donc on n'est plus justement dans la fabrication, dans l'histoire de faire un projet jusqu'au bout, et je pense qu'il faut qu'on résiste à ça. Et j'aime beaucoup ces phrases de l'architecte suisse Luigi Snozzi, qui dit que le seul moyen d'attribuer à l'architecture une signification politique tient dans son approfondissement spécifique. C'est-à-dire que c'est simplement, enfin moi je l'interprète comme ça, c'est simplement si on revient au fondement de l'architecture, c'est-à-dire qu'à l'idée que l'architecture c'est d'abord construire, par exemple, avec ses outils que sont la proportion, etc., qu'on peut avoir un rôle politique et une influence. Et que aussi l'unique action transgressive, c'est le retour intelligent à la tradition. Ça aussi, c'est très bizarre dans la bouche de cet architecte qui a fait que des bâtiments très modernes, mais je pense que c'est très vrai. C'est-à-dire qu'il faut retrouver un peu cette qualité qui fait défaut aujourd'hui. Notre responsabilité, c'est d'essayer de simplifier les choses, justement, en ramenant l'architecture à sa dimension constructive. C'est vrai que le monde est de plus en plus lisible, comme le dit cette phrase d'Alain Badiou, que tout devient tellement compliqué, tellement compliqué que notre devoir, c'est d'essayer de simplifier les choses pour pouvoir mieux comprendre le monde et le transformer. Et donc, cette idée de revenir à la construction, je termine en citant cette phrase de Gilles Perrodin. Bon, Gilles Perrodin, c'est par exemple un architecte qui mène un travail qui est vraiment poussé au bout dans ce type de choix, en tout cas d'attitude presque philosophique. Il dit qu'en suivant nous-mêmes des règles très strictes qui nous laissent seulement le choix entre des pierres debout ou couchées, nous abordons la question de la forme d'une manière bien particulière. Ce qui est important, c'est le rythme, les proportions, la lumière, la matière, l'ordonnancement. D'une certaine manière, il s'agit de se libérer de la forme en choisissant une dès le début. La forme architecturale n'est que l'incarnation d'un esprit dans la matière, elle ne peut être une fin en soi. Voilà, je trouve que cette phrase est assez vraie, en tout cas c'est une sorte de modèle qu'on n'atteint pas, mais je trouve ça très bien. Merci.